au-delà de l'islamisme, de la réaction à l'islamisme, et c'est de parler des profs, aussi de ceux qui font la pensée en France. Une sorte alors on peut citer les artistes, les journalistes. Moi, souvent, je parle de ça. Je parle de l'espace médiatique. Comment il réagit sur ces sujets-là. Et lui-même, il est enclin à entendre parfois les revendications identitaires. Oui, nous avons eu tout au long du XXe siècle une alliance des classes cultivées avec le communisme qui est un totalitarisme. Et aujourd'hui, nous retrouvons cette alliance avec l'islamisme, au nom de la bonne conscience, au nom de l'antiracisme. On l'a vu lors des dernières élections, un front dit républicain, qui est en réalité un front anti-républicain, une alliance qui va du Hamas, des antisémites à, je dirais, la gauche néolibérale. Et c'est bien ça dont souffre notre pays aujourd'hui. C'est ce qui paralyse, je pense, toute lutte contre notre ennemi. Alors ça, c'est très intéressant parce que tout le monde ne le dit pas, mais pourquoi cette classe-là d'intellectuels, cette classe sophistiquée, de profs, de journalistes, de magistrats, pourquoi pas, de gens qui font l'opinion, les artistes, pourquoi épouse-t-elle le totalitarisme? C'est quand même très surprenant. Elle a une conception de la société qui est héritée de Rousseau et de Marx, c'est-à-dire la société c'est le mal et l'homme est naturellement bon, et elle vit dans une sorte de mépris des autres classes sociales, parce que détenir un savoir, c'est finalement être un peu au-dessus des autres. Elle vit aussi, je pense, dans une certaine précarité qui fait qu'elle voudrait peut-être avoir un peu plus de pouvoir. Elle est vraiment très perméable au discours totalitaire de façon générale, et depuis la Révolution française, depuis la Terreur. Mais le deuxième argument que vous avez donné, elle est d'autant plus perméable aujourd'hui qu'elle ne l'était par exemple il y a 40 ans, parce que les profs, les journalistes, les magistrats, comme par hasard, c'est trois classes déclassées, si j'ose dire. Absolument, je pense qu'elle vit aussi sur une forme de ressentiment et d'angoisse sociale qui lui fait épouser l'idée d'une société parfaite. Comme il y a une société qui serait totalement corrompue, qu'il faudrait changer, eh bien il va falloir remplacer les hommes. Et c'est ça le pari totalitaire, c'est l'idée que nous allons changer l'humanité pour un monde parfait. C'est intéressant cette analyse parce qu'elle est peu donnée sur l'alliance objective qui peut exister. Alors, et Emilia, simplement, qui est avec nous, ce professeur du Nord qui témoigne depuis quelques minutes avec nous sous anonymat, je voulais que vous nous disiez les difficultés de minutes de silence que vous avez parfois rencontrées. Oui, les difficultés de la minute de silence, effectivement, certains élèves ricanent, certains élèves préfèrent penser aux victimes de la Palestine pendant cette minute de silence plutôt que de penser à Dominique Bernard et Samuel Paty. Donc ça, c'est une réalité. Ce que je voulais simplement dire, c'est que il faut faire confiance aux enseignants. C'est un métier de transmission, c'est un métier d'engagement. Et ce qui est profondément frustrant, et là, ça me concerne directement, c'est que lorsqu'on parle de laïcité, on nous taxe de racisme. Et c'est là où je voulais dire qu'effectivement, peut-être que l'institution n'a pas pris la mesure du danger de l'islamisme. Et ça, il faut vraiment en être conscient, il faut qu'on en parle et qu'on ne laisse pas les enseignants livrés à eux-mêmes, surtout les jeunes enseignants, parce que ça peut être extrêmement grave. Et puis l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas trop tard ? Ça, c'est une question qui n'est jamais posée. Non, quand on est enseignant, on y croit. Oui, mais enseignant, quand je disais tout à l'heure, vous avez en face de vous des jeunes gens, et je citais cette jeune fille, je pense pas qu'elle soit intégriste. Je pense que c'est son mode de vie, tout simplement. Je ne pense pas qu'elle rêve du grand califat en France non plus. Non, simplement, tout à fait. Elle a baigné dans d'autres repères. Oui, mais ce que je pense, c'est que, il faudrait, je pense à Goldman, puisque je suis fan de Goldman, et quand il dit qu'à coups de livres, je franchirai tous les murs, eh bien, il faut croire aux enseignants, il faut croire à la culture, et l'art doit aussi triompher de la barbarie. Mais j'entends bien, Emilia. On a des outils en tant qu'enseignants pour faire avancer bien, Emilia, les choses. mais les revendications identitaires, elles sont chaque année de plus en plus nombreuses, et je le dis là, notamment, je cite souvent le monde du sport, parce que c'est un monde que je connais un peu, oui. et même assez bien, et je vois dans le monde du sport, là où effectivement, il y a parfois plus de musulmans
que dans d'autres secteurs de la vie. Et là encore, ces jeunes gens, c'est pas des intégristes. Simplement, ils réclament, ils ont des revendications identitaires, par exemple un menu halal. C'est pas être intégriste, ça. Voilà. C'est une revendication identitaire. Donc, c'est tout comment le problème vous de faites? l'assimilation. Mais bien sûr, c'est tout le problème de l'assimilation. Bien sûr, et c'est ça qui est, je trouve, délicat. Je suis moi-même d'origine étrangère et mes parents nous ont toujours transmis des valeurs, le respect de la République, et je suis une enfant de la République et je suis fière d'être enseignante. Et il faut y croire, il faut être aussi optimiste. Mais j'entends bien, mais c'est aussi l'échec de l'intégration et de l'assimilation. Que rapportent les grands-parents maintenant, et peut-être les arrière-grands-parents de Polonais ou de, ou d'Italiens? Que racontent leurs petits-enfants? On n'avait pas le droit de parler italien à la maison. Voilà. On était obligé de parler français au nom de l'assimilation. Bon, ce modèle-là, Didier Lemaire, il n'existe plus. On appelait évidemment son enfant par un prénom français. Je ne vais pas faire la guerre des prénoms là non plus, mais quand la famille Platini, c'est intéressant. Le grand-père arrive. C'est le grand-père de Michel Platini qui arrive. Il arrive au lendemain de 1918. Bon, il a un fils, il l'appelle Aldo. Et Aldo, il appelle son fils Michel. Et donc l'assimilation s'est fait en une génération. Monsieur Praud, il me semble que si nous ne considérons pas notre responsabilité, la responsabilité de l'État dans la situation, nous serons condamnés en effet à penser qu'il est déjà trop tard. Il faut bien réfléchir à ce que nous sommes et reprendre en main les principes de notre République et les faire appliquer. C'est une question de volonté politique. Eh bien, je vous remercie grandement, Didier Lemaire. Vraiment, je vous remercie grandement. Et puis, on peut saluer votre courage et votre combat. La vie, quand même, s'est adoucie, je l'espère. Oui, j'ai fondé une association qui s'appelle Défense des serviteurs de la République et qui sera aux côtés des enseignants menacés ou intimidés. Et puis, on pourra toujours parler de cinéma, parce que j'ai appris, effectivement, que vous parliez aussi, professeur de cinéma. Vous allez toujours au cinéma, d'ailleurs? Un peu moins, mais c'est une passion aussi pour moi. Tout à l'heure, j'ai fait une petite surprise, mais cette surprise n'a pas été vue à l'aune de ce qu'elle était véritablement, et elle concernait effectivement un film de cinéma que j'avais vu ce week-end, Quand vient l'automne. Je ne vous ai pas trouvé très enthousiaste. Ah, mais personne ne l'a été dans l'équipe, c'est pas que moi. Géraldine. Non, mais on s'attendait à quelque chose de... Excusez-moi, mais depuis ce matin dans le bureau, vous nous faites un teasing de cette surprise. Il va falloir vous rattraper. En fait, c'est un vieux second rôle, là. On n'a rien compris. C'est quelqu'un qui n'apparaît même pas dans le film. Pour ceux qui n'étaient pas là à midi, je rappelle j'ai vu à 11h, dans le film Quand vient l'automne, il y a un personnage de fiction qui s'appelle Laurent Tessier. C'est fort, bravo. À tout de suite. Alerte Avec Pascal Pro sur Europe 1.